Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma crypte où je vous propose de soulever les pierres sépulcrales pour découvrir les mystères et légendes de la nuit. Alors préparez-vous un café bien serré, blottissez-vous contre votre doudou préféré et découvrez avec moi les histoires lugubres de bien sombres personnages. Un surnom terrifiant, évoquant son mode opératoire, des meurtres sordides jamais résolus, et des crimes de plus en plus atroces dans les bas-fonds londoniens de l'Angleterre victorienne. Voilà un mélange idéal pour faire de celui qu'on considère comme le plus célèbre serial killer de l'histoire, une véritable légende noire. Le mythe de Jack the Ripper, ou Jack l'Éventreur, prend forme lorsque les journaux s'emparent de l'affaire. Mais la police ne mettra jamais la main sur le tueur de Whitechapel. Et malgré les nombreuses théories des ripperologues, l'identité de celui qui se serait nommé lui-même Jack l'Éventreur reste aujourd'hui encore une énigme. En 1888, alors que le jubilé de la reine Victoria a été célébré en grande pompe l'année précédente, la ville de Londres est déjà une capitale transformée par la révolution industrielle. Connaissant une expansion de population frénétique au cours du XIXe siècle, due en partie à l'immigration rurale et à l'afflux d'immigrants irlandais et juifs, la ville multiplie les quartiers miséreux et les taudis où se regroupent ces diverses populations de travailleurs pauvres. Le quartier de Whitechapel est situé à l'extrême est de Londres, par-delà les remparts de la cité médiévale. À la fin du siècle, il fait partie du district qu'on nomme l'East End, une expression devenue péjorative car faisant alors référence à un véritable ghetto économique et social. En effet, c'est là qu'on a installé naturellement au fil de l'expansion de la ville les activités qui dégageaient les odeurs les plus fortes, loin des quartiers chics de l'Ouest qui entourent Buckingham Palace. On y trouve les tanneries, les brasseries, les fonderies ou les abattoirs, et les travailleurs y logent dans des taudis infâmes. L'extrême pauvreté, la violence et le crime sont leur quotidien. Les enfants meurent de faim sur les trottoirs et les femmes sont contraintes de se prostituer pour survivre, à leurs risques et périls, dans ce quartier bien mal famé. C'est dans ce contexte qu'en 1888, les Londoniens vont découvrir avec horreur les assassinats sordides d'un insaisissable tueur en série. Celui que l'on ne nomme pas encore Jack l'Éventreur commence alors à forger sa terrible légende. Dès la fin du mois d'août et pendant plusieurs mois, ce mystérieux assassin rôde dans les ruelles de Whitechapel et tue sans état d'âme des prostituées de bas étage, usant d'un mode opératoire de plus en plus atroce. Les crimes sont commis de nuit, dans l'obscurité des petites rues. Après avoir étranglé puis égorgé ses victimes, le tueur leur inflige d'horribles mutilations avec un couteau. Ce sont toutes des femmes, facilement abordables car ce sont des prostituées, alcooliques, sans domicile et livrées à elles-mêmes, des femmes parvenues au dernier degré de la déchéance. Aidé peut-être par le fog londonien, ce brouillard dense qui peut parfois recouvrir la ville, le meurtrier s'enfuit toujours, ne laissant aucune trace et aucun témoin ne le reconnaît formellement. Les journaux font évidemment la une avec cette série de meurtres probablement dus aux mêmes mains diaboliques, et mettent en avant la cruauté et l'horreur des crimes de celui qu'ils nomment alors le tablier de cuir, en référence à un témoignage disant avoir aperçu un homme portant un tablier de boucher. La presse reçoit alors, tout comme la police, des centaines de lettres en lien avec l'affaire, certaines prétendument écrites par le tueur lui-même. 2 de ces étranges missives vont participer à mettre en place la légende du terrible meurtrier de Whitechapel. La lettre Dear Boss, datée du 25 septembre,
est un message reçu par la Central News Agency de Londres et donnera son nom à l'insaisissable tueur. Écrite à l'encre rouge et signée Jack the Ripper, autrement dit Jack l'Éventreur, elle est adressée à un destinataire inconnu, désigné sous le terme de patron, ce Dear Boss qui fera penser à certains que la lettre s'adresse au directeur de la Central News Agency ou au préfet de la police. Mais il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un canular créé par les journalistes eux-mêmes, destiné à accentuer le retentissement de l'affaire. Voici sa traduction en français. Cher patron, j'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait leurs intéressants en déclarant être sur la bonne piste. Cette histoire de tablier de cuir n'est qu'une vaste blague. J'en ai après les putes, et je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai même pas laissé à la fille le temps de couiner. Comment pourrait-il m'attraper maintenant? J'adore mon travail, et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes amusants petits jeux. J'ai gardé un peu du liquide rouge dans une bouteille de bière lors de mon dernier boulot, afin de pouvoir écrire avec. Mais c'est devenu épais comme de la colle et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire, je pense. Au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Gardez cette lettre sous le coude jusqu'à ce que je travaille un peu plus. Après, sortez-la. Mon couteau est si beau et si bien aiguisé que j'ai envie de l'utiliser tout de suite si l'occasion se présente. Bonne chance, votre dévoué, Jack l'Éventreur. Et l'auteur de la lettre ajoute cyniquement « Ne m'en voulez pas d'utiliser un surnom ». Au premier examen, la police crut qu'il s'agissait d'un canular. Mais lorsque le corps de Catherine Eddowes fut découvert le 30 septembre avec une oreille coupée, les enquêteurs se rappelèrent la promesse de trancher les oreilles de la dame et prêtèrent plus d'attention à la lettre. Le pseudonyme Jack l'Éventreur est depuis associé irrémédiablement au tueur, car Scotland Yard reproduit plus tard cette lettre dans les journaux, espérant que quelqu'un reconnaîtrait l'écriture et permettrait ainsi d'identifier l'assassin. George Lusk, président du Whitechapel Vigilance Committee, une association citoyenne qui participa aux efforts pour identifier le tueur en série qui sévissait dans le district londonien, reçut la seconde lettre d'importance dans la construction du mythe le 16 octobre 1888. Intitulée « From Hell » ou « Depuis l'enfer », l'écriture et le style diffèrent de la lettre « Dear Boss », mais celle-ci fut livrée avec une boîte dans laquelle se trouvait la moitié d'un rein humain conservé dans l'éthanol. Voici sa traduction en français. Depuis l'enfer. Monsieur Lusk, monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme, conservé pour vous. L'autre partie, je l'ai frite puis mangée. C'était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qui l'a pris si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signé, attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur Lusk. Le rein reçu provenait peut-être du corps de Catherine Eddowes, car son assassin lui avait en effet retiré cet organe. Mais à l'époque des meurtres, c'est surtout le lieu d'envoi figurant sur cette lettre qui a marqué les esprits. Si l'insaisissable tueur écrit de l'enfer, c'est qu'il doit être le diable incarné. Cette expression terrifiante sera d'ailleurs le titre d'une adaptation cinématographique de la légende de Jack l'Éventreur en 2001 par Albert et Alan Hughes, avec Johnny Depp dans le rôle de l'inspecteur en chef de la police, Frederick Aberline. Malgré de nombreuses arrestations et des enquêtes approfondies, la police ne mettra pourtant jamais la main sur le mystérieux assassin. Et accentuée par les descriptions sordides des journaux et les étranges lettres évoquant les meurtres, la panique s'empare de Londres. L'épidémie de crime prend fin en novembre, mais les terreurs inspirées par Jack l'Éventreur continuent de planer sur les nuits de Whitechapel et hantent encore l'imaginaire londonien. On attribue à Jack l'Éventreur 5 victimes canoniques, mais les experts et les historiens s'accordent à penser que les meurtres du tueur de Whitechapel pourraient être plus nombreux. Née en 1845, Marianne Nichols, dite Polly, est une femme séparée de son mari, sans revenu, qui finit par perdre ses enfants et doit subvenir à ses besoins. Sombrant peu à peu dans la dépression et la boisson, Polly traîne d'une maison de bienfaisance à une autre.
fin août 1888, elle prend ses quartiers dans une pension appelée The White House, dans Flower and Dean Street, qui est en fait une maison close. La tragédie se produit dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 août 1888. Ce jour-là, il pleut, les rues sont très sombres et un brouillard intense envahit les quartiers est. Vers 1h30 du matin, Mary Ann Nichols, n'ayant pas d'argent pour payer sa chambre, se fait expulser. Elle arpente alors la route de Whitechapel afin de trouver une passe qui lui rapporterait quelques pennies. À 3h15, le policier qui fait ses rondes dans Bucks Row ne constate rien d'inhabituel. Mais environ une demi-heure plus tard, deux hommes, Charles Cross et Robert Paul, découvrent le cadavre de Polly Nichols et avertissent un autre policier, John Neal, qui lui-même court informer le docteur le plus proche. Dans le Times, on put lire des extraits de son rapport médical. 5 dents étaient manquantes et la langue avait été lacérée. La mâchoire présentait de multiples contusions. Sa gorge avait été tranchée de gauche à droite, d'une oreille jusqu'à l'autre. Il n'y avait pas de traces de sang sur la poitrine, ni sur le corps ou les vêtements. Le bas de l'abdomen est coupé du centre à la base des côtes, sous le pelvis et à gauche de l'estomac, la plaie étant déchiquetée. Selon le médecin, toutes les blessures portent la marque du même couteau à lame forte, moyennement aiguisé et utilisé avec une grande violence. Les experts s'accordent sur le fait très probable que Mary Ann ait été étranglée avant d'être mutilée. L'acte aurait duré 5 minutes environ, et les inspecteurs ont reconnu que l'approche de Charles Cross avait peut-être interrompu et fait fuir le meurtrier. Née en 1841, Eliza Ann Chapman, dite Annie, séparée et mère de 3 enfants, est à peu près dans la même situation que Polly Nichols. Celle que ses amis surnomment Dark Annie, en référence à ses épais cheveux bruns, n'a commencé à se prostituer qu'après la mort de son mari. Auparavant, elle vivait de l'allocation qu'il lui envoyait et travaillait à la vente de travaux de crochet et de fleurs. Mais probablement malade, et pour supporter la misère qui règne à Whitechapel, elle finit par vendre ses charmes. Il lui arrive, souvent, de boire l'argent qu'elle doit garder pour son logement. Au matin du 8 septembre 1888, après avoir bu une pinte de bière avec un ami, Annie a passé toute la nuit dans la rue, car elle n'a pas assez d'argent pour se payer une chambre, et elle déambule à la recherche de clients éventuels. Vers 5h30, Elizabeth Stride, une autre future victime de l'éventreur, voit Annie avec un homme fort dans la cour arrière du 29 Hanbury Street. C'est là qu'elle sera retrouvée morte vers 6h du matin, sa robe relevée au-dessus de la taille. La victime est égorgée, presque décapitée, et surtout atrocement mutilée, littéralement éventrée. Certains de ses organes, dont ses intestins, sont tirés vers ses épaules et reposent sur le sol. Le médecin légiste indique que l'utérus, une partie du vagin et la vessie ont été extraits. Le fait que sa langue très enflée dépasse de sa bouche implique que, comme Nichols, elle est morte d'asphyxie plutôt que des dommages causés par l'arme du crime. Née en 1843, Elizabeth Stride, surnommée Long Liz, est divorcée et mère de 2 enfants. Elle faisait de menus travaux de ménage et de couture pour vivre, mais ne se prostituait que très occasionnellement. Depuis 1885, elle vivait avec Michael Kidney, une relation orageuse. Il lui arrivait souvent de quitter le domicile de son amant pour aller en ville, boire et loger dans une pension de Flower and Dean Street. Le 30 septembre 1888, une nuit pluvieuse s'abat à nouveau sur Whitechapel. Au cours de la soirée, Elizabeth est aperçue en compagnie de plusieurs hommes, mais semble avoir refusé leur proposition. À 1h du matin, dans l'obscurité, Louis Dimschutz, vendeur ambulant, rentre dans la petite cour de Dudfield Yard, où il remise sa charrette et son poney. L'animal se cabre et l'homme pressent quelque chose d'anormal. Il distingue le corps d'une femme qu'il croit endormie ou saoule, ne la voyant pas vraiment dans le noir. Il va alerter des gens qui reviennent avec lui, constater qu'en fait, Elizabeth Stride a été égorgée. Ses vêtements sont recouverts de sang. Un foulard de soie autour du cou, elle a certainement été étranglée, puis le tueur a profondément entaillé sa gorge, comme celle des autres victimes. Mais Stride, qu'on surnommera ironiquement Lucky Lisbeth, ne présente aucune autre mutilation. Comme pour le meurtre de Mary Ann Nichols, les enquêteurs se sont demandé si le tueur n'était pas encore présent à l'arrivée de Dimschutz. Invisible dans l'obscurité,
mais se trouvant dérangée, voire bloquée par la charrette du négociant. La hâte avec laquelle le vendeur partit chercher de l'aide aurait pu laisser alors le temps à Jack l'Éventreur de s'enfuir, frustré de n'avoir pu assouvir ses désirs les plus vils. À peine 45 minutes plus tard, la même nuit, le tueur de Whitechapel frappe à nouveau. Née en 1842, Catherine Eddowes, surnommée Kate, est mère de 3 enfants et ouvrière dans la ferblanterie. Elle vit avec son compagnon John Kelly dans une pension toujours située dans la Flower and Dean Street, où logeaient aussi Stride et Nichols. Elle se prostitue occasionnellement pour payer le loyer. En cette nuit doublement mortelle du 30 septembre, à quelques centaines de mètres de Stride, Catherine Eddowes est relâchée par la police à 1h du matin après avoir été arrêtée pour ivresse et incarcérée une partie de la soirée. Et elle se dirige dans les ruelles sombres, vers Mitre Square. À 1h45, le policier Edward Watkins découvre son corps mutilé dans le coin sud-ouest de cette place à peine éclairée. Il déclare que le cadavre n'était pas là lors de sa ronde précédente, un quart d'heure plus tôt. Le médecin légiste note la position du corps sur la scène du crime, puis procède à une autopsie. Le corps était sur le dos, la tête tournée vers l'épaule gauche, une grande défiguration du visage. La gorge coupée. La victime a sa robe remontée au-dessus de la taille et a été éventrée à l'aide d'un couteau acéré. Les intestins ont été retirés dans une large mesure et placés sur l'épaule droite. Le rein gauche a été prélevé avec soin ainsi que l'utérus. Une partie du foie a été découpée. Le lobe et l'oreillette de l'oreille droite ont été tranchés. Il y avait une quantité de sang coagulé sur le pavé. Le meurtre de Catherine Eddowes est particulièrement barbare et sordide, comme si Jack l'Éventreur avait voulu se venger d'avoir été interrompu pendant celui d'Elizabeth Stride, laissant exploser ses pulsions sanguinaires. Les crimes du tueur de Whitechapel deviennent de plus en plus atroces, et le paroxysme de l'horreur sera atteint lors du dernier meurtre de cette sanglante série. Née en 1863 en Irlande, Mary Jane Kelly est la plus jeune victime de l'Éventreur. Jolie blonde aux yeux bleus et ayant une petite éducation, elle s'établit à Londres en 1884 dans une maison close de qualité où elle s'attire une assez bonne clientèle. L'un de ses clients l'amène en France où elle reste quelques semaines et à son retour, elle aime se faire appeler Marie-Jeannette. Elle rencontre Joe Barnett et emménage avec lui dans une petite cour du 26 Dorset Street, le 13 Miller's Court. Mais quelques jours avant l'assassinat, après une dispute, Barnett quitte le domicile. Le soir du 8 novembre, alors qu'elle n'a pas payé son loyer depuis plusieurs semaines, on aperçoit Mary Jane Kelly entrer chez elle en chantonnant, peut-être accompagnée d'un homme. Au matin du 9 novembre 1888, c'est jour de fête et les rues sont bondées. Londres célèbre l'anniversaire du prince de Galles ainsi que le Lord Mayor's Show, une manifestation durant laquelle le futur maire prenait place à son poste. John McCarthy, le propriétaire de Kelly, envoie son apprenti collecter l'arriéré de loyer. N'obtenant pas de réponse à la porte, le jeune garçon regarde par la fenêtre. La scène sur laquelle il tombe est à glacer le sang. Mary Jane Kelly est étendue sur le lit, les jambes largement écartées, le corps et le visage en charpie. Ses organes sont répartis un peu partout autour d'elle et la pièce est entièrement maculée de sang. Le rapport du médecin est particulièrement effroyable et sa longueur rend compte de la férocité du meurtre de la jeune femme. Le corps gisait nu dans le milieu du lit, épaules à plat, mais l'axe du corps et la tête inclinés vers la gauche. Le bras gauche près du corps, avec l'avant-bras fléchi à angle droit et posé sur le ventre. Le bras droit posé sur le matelas, coudes pliés, doigts crispés. Les jambes étaient écartées. La peau de la surface de l'abdomen jusqu'aux cuisses a été supprimée et la cavité abdominale vidée de ses viscères. Les seins ont été coupés, les bras mutilés par des blessures en dents de scie et de vastes plaies déchiquetées. Les tissus du cou ont été sectionnés jusqu'aux vertèbres. Les viscères et certains organes ont été trouvés dans différents endroits. Les vêtements imbibés de sang se trouvaient sur le lit et sur le plancher sous une mare de sang. Le visage a été tailladé dans toutes les directions. Le nez, les joues, les sourcils, les oreilles en partie enlevées, les lèvres coupées. La peau et les tissus de l'abdomen, des côtes au pubis, ont été supprimés, comme les organes externes de reproduction et une partie de la fesse droite. La cuisse droite a été dénudée jusqu'à l'os. La gauche,
dépouillé de la peau et des muscles jusqu'aux genoux. La partie inférieure du poumon droit a été écrasée et arrachée. Le péricarde était ouvert et le cœur absent. Le sang sur le mur a été produit par la rupture de l'artère carotide, qui était la cause du décès. Ce crime a été le plus épouvantable que connaîtra Whitechapel, et le seul à n'avoir pas été commis dans la rue, ce qui explique certainement l'acharnement dont a été victime Mary Jane Kelly, le tueur opérant à l'abri des regards. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour qu'un éditeur accepte de publier les plus insupportables clichés pris par la police. D'autres victimes présumées seront regroupées par le Metropolitan Police Service sous l'appellation de Whitechapel Murders, comme Martha Tabram, Rose Millett, Alice Mackenzie ou encore Frances Cole, dont les meurtres correspondent plus ou moins partiellement au même mode opératoire. Mais c'est surtout le meurtre atroce de la jeune et jolie Mary Jane Kelly qui marquera les esprits, illustrant tragiquement la barbarie terrifiante d'un tueur féroce et sanguinaire et qui élèvera le mystérieux responsable de cette sordide affaire au rang de légende du crime. Il existe 1001 théories concernant l'identité probable de Jack l'Éventreur, dont une dizaine sont reconnues comme plausibles. Nous ne retiendrons ici que 3 hypothèses parmi les plus célèbres. Aaron Kosminski, un émigrant juif polonais, exerce le métier de barbier dans le quartier londonien de Whitechapel et fait partie de la liste des principaux suspects de Scotland Yard au moment de l'affaire. En effet, il vit près des lieux des meurtres et présente des symptômes de schizophrénie, de délires hallucinatoires et de paranoïa. Les barbiers, à l'époque, faisaient parfois office de chirurgiens, ce qui pourrait rapprocher Kosminski des horribles mutilations perpétrées par l'éventreur. Cependant, la police n'ayant pas de preuves solides, il est relâché et sera interné quelques années plus tard dans un asile jusqu'à sa mort. Mais un nouveau rebondissement se produit en 2014. 2 scientifiques britanniques, Jerry Llewellyn de l'université de Liverpool et David Miller de l'université de Leeds, affirment avoir établi l'identité du plus célèbre tueur en série. Pour cela, ils se sont basés sur un châle prétendument retrouvé par les enquêteurs sur le corps de Catherine Eddowes, la 4e victime de Jack l'Éventreur. Ils y ont découvert du sang et du sperme dont ils ont extrait l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire l'ADN hérité de la mère. Après avoir procédé à des tests génétiques sur les descendants vivants connus d'Aaron Kosminski, ils ont identifié le jeune barbier comme le terrible meurtrier de Whitechapel. Mais malgré ces résultats probants, certains scientifiques contestent l'authenticité du châle, réapparu miraculeusement 126 ans après le drame. La théorie ayant certainement eu le plus de succès est celle de William Gull. Éminent médecin royal, anobli par la reine Victoria en 1871 pour avoir guéri son petit-fils Albert Victor de Clarence d'une fièvre typhoïde, il sera suspecté dans les années 70 d'être Jack l'Éventreur. Stephen Knight, un journaliste britannique, explique que les victimes ont été assassinées afin de couvrir un mariage secret entre l'héritier du trône, le duc de Clarence, et Annie Elizabeth Crook, une prostituée dont il aurait eu un enfant. Sir William Gull aurait été chargé d'interner la mère dans un asile et de placer l'enfant illégitime dans une institution. Mais les amis d'Annie Crook, ayant découvert cette injustice, auraient fait chanter la couronne britannique, ce qui aurait poussé le médecin à les éliminer. Cette hypothèse aura beaucoup de succès et sera développée dans le film From Hell en 2001. Mais elle est considérée par beaucoup comme fantaisiste, ne serait-ce que parce que William Gull, âgé de 71 ans à l'époque des crimes de l'Éventreur, avait été victime d'une attaque cardiaque en 1887 qui le laissa paralysé du côté droit. L'une des théories les moins connues, mais peut-être l'hypothèse la plus convaincante, est celle de Charles Allen Cross. C'est un chauffeur-livreur de 23 ans, vivant et travaillant dans le quartier de Whitechapel, et l'un des témoins dans le premier crime attribué à Jack l'Éventreur. Polly Nichols est retrouvée morte dans Bucks Row, une rue longue et étroite bordée de maisons mitoyennes n'offrant aucune voie dérobée. Un policier passe toutes les 30 minutes et plusieurs gardiens de nuit se trouvent à proximité. Le tueur semble donc n'avoir aucun moyen de s'échapper. Mais le journaliste suédois Christer Holmgren pense avoir trouvé l'explication. Robert Paul, dans une interview à la police, explique que lorsqu'il a découvert le corps, Charles Cross était déjà présent.
Celui-ci le reconnaît, mais n'est pas inquiété par la police. Or, il se trouve que Charles Cross n'a pas donné son vrai nom aux enquêteurs. Il se nomme en fait Charles Allen Letchmer, et Holmgren constate les incohérences dans son témoignage. Letchmer explique qu'il est parti de son domicile à 3h30 et a trouvé le corps sur le trajet de son travail, ayant immédiatement été rejoint par Robert Paul. Et de chez lui, cela ne prend que 7 minutes pour arriver dans Bucks Row. Robert Paul arrive sur les lieux du crime à 3h45, ce qui laisse un vide d'une dizaine de minutes, pendant lesquelles Letchmer a très bien pu s'en prendre à Nichols, les blessures indiquant que l'agression n'a pas duré plus de 5 minutes. Ayant étranglé la pauvre femme avant de l'égorger, il pouvait n'être pas taché de sang. D'ailleurs, au moment où Robert Paul arrive sur la scène du crime, il ne remarque pas de sang, les vêtements de la victime ayant été rabattus comme pour dissimuler ses blessures, ce qui n'est pas le cas des autres crimes de l'éventreur. Lorsque la police découvre à son tour Polly Nichols, elle est entourée d'une mare de sang, ce qui pourrait confirmer que lorsque Paul découvre le corps, les blessures sont tellement fraîches qu'elles n'apparaissent pas encore. Krister Holmgren précise enfin que Letchmer est toujours près des lieux des autres meurtres au moment où ils ont été commis, ce qui fait de lui l'un des principaux suspects. Bien d'autres personnes ont été soupçonnées au fil des années, comme Montagu John Druitt, un avocat dont le suicide coïncide avec la fin des meurtres de l'éventreur. Jacob Levy, un boucher qui vit sur le territoire où Jack l'éventreur a sévi et porte la syphilis qu'il a contractée auprès de prostituées. Ou encore Melville McNaughton, inspecteur à la fin de l'affaire puis chef du département d'enquête criminelle de Scotland Yard, soupçonné d'avoir commis ces crimes pour discréditer le préfet de police Charles Warren, la série de meurtres cessant au lendemain de sa démission. D'autres théories encore évoquent plusieurs tueurs différents ou agissant en équipe, ou même une femme. Cependant, aucune d'entre elles n'est unanimement reconnue. Ce dont on peut être sûr, c'est que la légende a largement pris le pas sur l'affaire initiale, ce qui explique peut-être l'impossibilité actuelle de se prononcer sur l'identité véritable de Jack l'éventreur. Personnage de cauchemar, symbolique des pulsions meurtrières et des plus bas instincts de l'humanité, le meurtrier de Whitechapel est devenu une véritable légende du crime. Jamais appréhendé, perpétrant des meurtres de plus en plus horribles, et désormais serial killer le plus célèbre de l'histoire, il incarne le tueur par excellence. Mais malgré les multiples théories qui ont essayé d'éclaircir cette sombre énigme, il est certain que le mystère planera toujours sur l'identité du terrible Jack l'éventreur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires lugubres des personnages et créatures de la nuit.